Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Avant de laisser la place à mon invité du jour, je vous rappelle, si vous n'étiez pas au courant, que les 14 et les 15 octobre, je propose un stage exclusivement dédié aux femmes pour plonger au cœur de votre essence féminine. J'ai le plaisir de co-animer ces 2 jours magiques avec Fabienne, ma binôme de rebozo et aussi ma binôme de cœur. Et pendant cette parenthèse, on vous accueille dans un environnement sécure et bienveillant, propice à l'exploration de votre énergie féminine et sacrée. C'est clairement 2 jours de transformation, de sororité, de tissage de liens et de célébration du féminin, de vous en tant que femme. Une super occasion unique pour vous déposer, vous connecter à votre énergie. Et entouré d'autres femmes inspirantes et bienveillantes, vous pourrez vous immerger dans un espace de partage, d'apprentissage et de guérison. Si ça vous appelle, je vous mets le lien en description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Juliette qui a choisi de poser des mots symboliques sur son histoire. Un AVC fait à 16 ans a tout bouleversé dans sa vie, qu'elle a réussi à reconstruire avec le handicap et toutes les difficultés liées à cet AVC. Elle a dû réapprendre à parler, apaiser sa rage et trouver comment s'épanouir dans sa vie malgré ce super chamboulement. Elle se livre à mon micro avec sincérité et authenticité sur son histoire, ses galères et ses victoires aussi. Comme un bulldog qui lâche rien, elle a traversé tout ça et avait très envie de témoigner. Restez bien à l'écoute pour découvrir son parcours. J'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Et j'en profite pour vous remercier pour vos mots doux à chaque fois et à chaque épisode. Et aujourd'hui, une spéciale dédicace à Monique qui rigole avec le podcast. Allez, place à Juliette. Hello Juliette, bienvenue à toi sur le podcast Les Croqueuses. Je suis très contente que le grand jour soit arrivé parce qu'on a échangé depuis cet été déjà et même au printemps. Et donc si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose à nous partager qu'à un moment donné dans ta vie et encore aujourd'hui, tu dois faire face et que tu as eu à faire face à des moments intenses, difficiles dans ta vie, que tu traverses tout ça avec beaucoup de courage, que tu construis avec. Donc tu vas tout nous raconter, nous expliquer un petit peu ce qu'il en est pour toi. Mais avant, quand même, pour que nos auditrices te connaissent, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et nous dire un peu qui tu es? Alors, merci beaucoup, Pauline, de me recevoir et merci à Laetitia de m'avoir mise en relation avec toi. Je voulais témoigner mon épreuve de vie depuis très longtemps. Je suis Juliette Lucier, j'habite à Paris depuis 8 ans et je suis directrice artistique depuis plus de 10 ans. Et en décembre de cette année, de l'année dernière, j'ai quitté mon ancienne agence pour revenir à mon grand amour, le digital. Pendant cette formation de 2 mois, j'ai rencontré une pépite, une personne en or, mon associée, Jessica Garbas. On vient tout juste de créer exactement le 5 septembre une superbe aventure. On vient de lancer notre propre boîte qui s'appelle Les Tantines. Alors, on accompagne nos clients sur branding et le digital et je m'occupe donc de toute la partie créative et ma superbe associée sur toute la partie biz. Ok, donc tu vas nous dire à la fin comment est-ce qu'on peut vous retrouver toutes les deux. Bien sûr. Merci pour cette présentation tout en lien avec d'autres personnes. Et maintenant qu'on sait un peu plus qui tu es, ce que tu fais, où tu habites et que tu aimes les gens, Jessica et Laetitia notamment, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu avais envie d'évoquer aujourd'hui sur le podcast? J'ai pas trop envie de mettre tout ça au passé parce que je sais que tu vis encore avec, donc l'épreuve par laquelle tu es passée et que tu passes encore aujourd'hui. Alors oui, à l'âge de 16 ans, le mercredi 17 mai 2005, à 7 heures du matin, j'ai fait un AVC.
Je l'ai fait donc pendant ma nuit. Donc, j'ai 34 ans, ça fait depuis 18 ans que je suis handicapée. Je suis, comme on peut dire, une vieille patiente. Donc j'ai fait un AVC, bon ça c'est en termes médical, ischémie droite frontale. Donc c'est toute la partie droite qui a été paralysée, membre supérieur et membre inférieur. Donc c'est pas une hémorragie, c'est juste un trou en fait dans mon cerveau qui s'est résorbé. Enfin, ça a laissé donc un trou. J'en suis bien sûre, sinon c'est pas si marrant que ça. Toute la phase du langage, j'étais aphasique. Donc ça a commencé comme tous les matins de classe où mon réveil sonne, où j'arrête mon réveil avec ma main valide et je tombe de mon lit. Donc ça a fait un gros balaboum. Donc j'ai réveillé toute la famille. Je voulais me lever et c'était impossible donc de me lever. Donc je me suis un peu accrochée à tous mes pieds de bureau, pensant que j'avais une crampe. Donc mes parents étant médecins m'ont vu, donc ont accouru, m'ont vu par terre et j'essayais de leur dire quelque chose, mais juste des sons qui beuglaient sortaient de ma bouche avec le visage déformé. Donc suite à cet épisode, j'ai tellement mis d'énergie que mon cerveau s'est mis en off. Et quand j'ai réouvert les yeux, bah, j'étais dans le tube d'IRM. Je me débattais, je pleurais, j'étais comme si enfermée dans cette machine et enfermée dans mon corps. Enfin, rien ne fonctionnait à la normale. Et puis dans la même journée, j'ai réussi à bouger ma jambe droite. Mais ce fut un très très long moment où j'ai réussi à marcher et à reparler et à redéglutir. Je suis restée à l'hosto à peu près 3 semaines et 1 mois et demi dans un hôpital de jour. En l'espace d'une semaine, j'ai perdu nombre de kilos. Je sais pas combien, mais alors le pourquoi du comment j'ai fait un AVC, c'est parce que je prenais la pilule d'N35 pendant 2 semaines et je fumais. Mais bon, avec 2 parents médecins, j'ai fait nombre de batteries d'examens et rien n'en est ressorti. Mon cœur était bien vaillant, mes artères étaient bien jeunes, pas de cholestérol. Donc voilà, donc c'est la malchance. J'aurais préféré que ça soit plutôt une mauvaise grippe, mais bon. Et à l'hôpital, au départ, j'étais dans le brouillard complet. Le plus gros symptôme de l'AVC, voire même de l'AIT, c'est la fatigue. Je suis en permanence fatiguée, je m'écroule un peu partout et je dors plus ou moins 10 heures par jour. Donc j'étais dans le coltard et un manque terrible d'émotions. Donc je copiais les émotions des autres. Quand je voyais mes potes rigoler, je rigolais avec eux. Quand je voyais ma mère pleurer, je pleurais avec elle, mais sans vraiment le pourquoi du comment. En fait, tu ressentais pas les émotions tellement tu étais fatiguée et du coup, tu étais dans le mimétisme pour continuer de t'intégrer socialement. Ah oui, totalement, totalement. Enfin, comme on dit, hein, un vrai légume, mais j'étais amorphe. Enfin, je savais même plus comment, c'est quand la nuit, c'est quand le jour. Ah oui, il est quelle heure? Tu vois, j'étais vraiment dans un brouillard, mais complet. Enfin, je m'endormais à moitié. Et puis c'est surtout, comme je pouvais pas parler, du coup, en fait, j'ai lâché prise, totale. À ce moment-là, tu as 16 ans et tu ne peux plus parler. C'est ça. Pendant ces 3 semaines ou ça a été plus long? Alors, pendant ces 3 semaines. Après, ça a été un peu plus compliqué parce que enfin, il fallait que je retrouve le langage qu'on apprend à l'école, en maternelle, ou même avant. Après, il y a eu plein de séances d'orthophonie, notamment en hôpital de jour. Tu dis que tes parents étaient médecins, qu'ils t'ont accompagné, ils ont dû comprendre très rapidement ce qu'il s'est passé. Toi, à ce moment-là, comment est-ce que tu as réagi quand tu as compris ce à quoi tu étais confronté, que tu as compris que ben, tu allais être confronté à cette extrême fatigue et qu'en plus, tu avais un peu tout à réapprendre? Comment est-ce que tu as réagi en fait et c'était comment pour toi à ce moment-là? Je suis passée par plusieurs émotions. Déjà les émotions de colère, une très très grosse colère. Me voilà à la réalité, donc fini l'hosto, donc la lumière aveuglante, la curiosité humaine en fait m'envahissait. Tu vois, je comprenais pas pourquoi les yeux étaient rivés sur moi. En même temps, quand ça c'est une jeunette qui se dandine avec une canne, avec la bouche de traviole, donc une très grosse colère. Depuis à 16 ans, c'est là où tu découvres ta féminité, où tu te mets du rouge à lèvres, du fard à paupières, où tu veux plaire. Voilà, le mot plaire pour moi est très significatif, surtout à cet âge-là, où tu fais du shopping avec tes copines.
Bref, tout allait de travers. Donc, je suis tombée dans l'alcool à ce moment-là. Je faisais un peu n'importe quoi aussi avec ma santé, où je voulais foutre tout le monde en rage, en fait, parce que moi-même, j'étais en rage. Et à la maison, c'était vraiment infernal. Tu connais la réputation des familles italiennes, où tout le monde s'entrecoupe la parole. Bienvenue chez moi. J'essayais de discuter, de parler avec mes mots de bébé, hein, mais du coup, j'essayais où mes phrases n'étaient pas justes, où je confondais les mots, où j'oubliais des mots, où je confondais les mots, où je bafouillais beaucoup. Et même en plus de ça, c'était assez marrant parce que enfin, moi, quand j'ai fait mon AVC, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un accent. Et l'accent, on retrouve quand je suis très fatiguée, j'avais un accent anglais. Donc voilà, donc très, voilà. Donc je m'amusais en plus avec ça. Donc je disais oui, je suis pas française, donc c'est mes propres racines, tu vois. De dire ça aux gens, je suis pas française, donc est-ce que tu pourrais répéter? Alors que j'avais très bien compris, mais je jouais à un jeu, tu vois. Je jouais le jeu de bah j'ai 16 ans et le mot clair était pour moi, enfin c'était le haut du panier en fait. En même temps, quand on a 16 ans et qu'on est en train de construire son identité de jeune femme, de future adulte, et que tout s'écroule à ce moment-là et qu'on doit tout réapprendre, je trouve une réaction de défense. Je pense que j'aurais pu avoir la même dans l'idée de reprendre les choses, reformuler ça comme un jeu et pour éviter de se prendre trop au sérieux et de s'effondrer totalement, en fait. Le fait de tourner ça un peu à la dérision et d'en jouer, c'était un peu de la provoque et c'est la vie m'a provoqué à mon tour. Ouais, la vie m'a provoqué, mais en même temps, je voyais bien c'est-à-dire que j'avais des copains et des copines. C'est très compliqué pour moi, rien que de leur dire un concept, tu vois, rien que de leur dire on va manger à McDo, par exemple, tu vois. Donc oui, avec des inconnus, je jouais avec eux. Par contre, dans ma vie de tous les jours, c'était compliqué. C'était plus que compliqué. En plus de ça, à 16 ans, donc mes copains et copines connaissaient pas forcément l'hôpital, n'avaient pas forcément de proches à l'hôpital. Et c'est-à-dire que pendant un an, j'ai fait que ça. J'étais toujours dans la même synthèse, c'est AVC, pourquoi moi, je suis en colère. Donc voilà. Là, tu avais 16 ans à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après cet accent anglais, après ces relations avec tes copains, copines de l'époque, avec qui c'était beaucoup plus difficile de jouer un rôle puisqu'ils te connaissaient avant, alors qu'avec des inconnus, tu pouvais être qui tu avais envie d'être. Et donc ça, Ouais, c'est totalement différent. Donc, qu'est-ce que tu as vécu et testé pour t'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu as 34 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour toi? à cette époque, en fait, j'ai été pas mal suivie en thérapie par des psychologues, mais j'ai très vite arrêté parce que ils me faisaient encore flipper qu'à la normale. Enfin, qu'à la normale. Normalement, tu viens pour exprimer tes douleurs, mais de plus en plus, en fait, ça me rendait encore plus stressée et plus parano, en fait. Donc, j'ai dit non en thérapie. Mais ce qui m'a fait, enfin, pas prendre conscience, non, c'est où j'ai réussi à switcher, c'est le boulot, en fait. À l'âge de 17 ans, donc, j'ai travaillé sur les marchés pour avoir mon argent de poche. Donc là, ça a été extraordinaire parce que je me suis fait des copains, des copines, donc voilà. J'ai enfin compris le boulot, de lever très tôt le matin et pour si peu. Voilà, donc là-dessus, ça m'a renforcée en fait. Et j'ai vu autre chose que l'hôpital, que accident, que handicapé en fait. Et suite à ça, j'étais beaucoup accompagnée aussi par ma famille, qui était enfin, qui était très proche de moi. Et à l'âge de 17 ans et demi, bon, j'ai perdu mon grand-père d'une tumeur cérébrale. Donc voilà. Et puis à ce moment-là, ça n'allait pas à la maison, je n'allais pas bien, personne n'était bien. En plus de ça, je picolais en cachette. Donc c'était pas une période très saine. Là-dessus, mes parents m'ont dit, écoute, on va te mettre dans
dans un pensionnat pour filles. Et là, finalement, même si je faisais mes conneries, j'étais responsable de qui? De moi, en fait. Voilà. D'un côté, tout ce qui est négatif, bah, je faisais, mais aussi tout ce qui est positif, parce que finalement, j'allais en cours, j'ai jamais loupé les cours, j'étais assez responsable pour une nana qui partait en vrille, en fait. Du coup, tu as réappris à être fière de tes réussites et de t'en sentir seule responsable. Exactement, exactement, c'est ça. Et voilà, et de savoir qu'il y a que moi qui peut gérer ma vie, en fait. Mm. Tu vois? Que c'est toi qui es aux commandes. C'est ça, c'est ça. Et une fois que tu as été dans ce pensionnat-là, tu as donc arrêté ton accompagnement thérapeutique, mais tu avais aussi un suivi en orthophonie. Voilà, dans les suites, il s'est passé quoi? Est-ce que ces mois en pensionnat t'ont permis justement d'arrêter les conneries dont tu parles? Qu'est-ce que tu as reconstruit derrière? Parce qu'aujourd'hui, tu es une belle femme épanouie et qui réussit beaucoup de choses. Alors, à cette époque, je voyais un kiné à peu près 4 fois par semaine en libéral. Donc, fini l'hôpital de jour. Et en même temps, mon dossier a été pris à Lariboisière, à Paris. Et entre Paris et la province, c'est très compliqué. Et puis en même temps, enfin voilà quoi, il y a eu un kiné neuro à Angers, c'était lui et pas un autre, et voilà. Et il me faisait mal en fait. En fait, en l'espace de une demi-heure, je sortais mais complètement lessivée. J'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment à l'écoute de mon corps. Voilà, donc c'était un kiné neuro spécialisé dans la pédiatrie vu que j'étais mineure. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'ortho, j'ai arrêté la kiné et j'ai dit stop à tout ça. Laissez-moi faire, j'en veux plus. J'ai juste envie, c'est de continuer ma vie et voilà. Et puis en même temps, j'étais jeune aussi, donc maintenant je pourrais plus dire ça. Maintenant, et heureusement que j'ai des spécialistes aussi qui sont avec moi. Donc bien sûr, ma scolarité a été bouleversée, donc j'ai arrêté en première. Et mon directeur de lycée m'a dit voilà, bah, tu peux passer ton bac en 5 ans. Et moi, je lui ai dit bah non, non, c'est pas possible. Donc, du coup, je suis allée dans une école spécialisée en graphisme à Angers. Là, donc, j'ai fait le cursus et 4 ans après, j'ai monté ma boîte, ma première boîte. Voilà. Et ça, là-dessus, j'ai dit, OK, allez, on y go. En fait, ça a été une renaissance, tu vois. Ça a vraiment été une renaissance où je me suis dit, allez, c'est fini les conneries, c'est fini. Déjà, de un, t'es responsable et de deux, tu fonces, quoi. Là, à ce moment-là, tu t'es responsabilisé, tu as repris confiance en toi, tu as repris un peu les commandes dans la mesure où, par exemple, tu as réussi à dire stop à ton kiné qui n'était pas celui dont tu avais besoin. Et tu as pris tes distances aussi un petit peu avec tous ces professionnels qui t'accompagnaient, sauf qu'aujourd'hui, tu as besoin d'y retourner. Alors ouais, ça va faire depuis 8 ans, depuis que je suis sur Paris, que au fur et à mesure, j'ai besoin d'aller voir des kinés spécialisés dans la neurologie. Donc je suis entourée de très très bons spécialistes. Pour la kiné, Alexandre Papin, qui m'écoute et qui me soulage en me tirant sur le bras. Non, non. Blague à part, mais c'est un super kiné neuro. Donc lui, je le vois 2 à 3 fois par semaine. Pour ma neuropsy ortho, Madame Moreno, elle, c'est 1 fois par semaine, où on a fait un travail, mais de ouf. Je ne parlais pas comme ça il y a un an et je me suis remise à lire. Donc, c'est extraordinaire et je comprends, en fait. Donc, c'est magique. Et mon psychomotricien, que je remercie 1000 fois, parce que maintenant j'arrive à faire des choses que l'on fait dans l'habitude. C'est-à-dire que tu prends ton assiette et tu le mets dans ton placard. Ça, je n'arrivais pas. Ou si j'y arrivais, mais avec des douleurs, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, ça fait depuis 8 ans que je suis suivie toutes les semaines. J'entends aussi là dans la femme que tu es aujourd'hui une philosophie qui est différente de la jeune ado dans la rébellion, dans la rage un petit peu, dans l'injustice de pourquoi moi. J'entends que tu as pacifié beaucoup de choses pour toi et que aujourd'hui tu es davantage dans l'acceptation de te faire accompagner sans remettre en cause
le pouvoir que tu as, toi, et la propre responsabilité que tu as, toi, dans ta reconstruction. Oui, 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 totalement. Et en fait, le déclic, ça a été avec ma somatopsie, Claire Brugeron, pendant 1 an et demi, où là, en fait, j'ai pris conscience, en fait, de mon corps, des douleurs et de la fragilité de mon corps et des émotions que mon corps transmettait, enfin, transmet toujours. Donc, j'ai semi-appris à méditer, voilà. Et en plus de ça, j'ai eu en parallèle un prof de respiration, vraiment pour comprendre mon corps. Ça m'a permis de grandir, et de me renforcer et de savoir que mon corps n'est plus un outil, n'est pas un outil. Et aussi comprendre que mes émotions jouent énormément sur mes douleurs. Que je sois joyeuse, que je sois triste, peur, stress, mon bras devient tout raide comme un bâton et voilà. Et donc là-dessus, j'arrive plus en fait à prendre par exemple un verre d'eau et à boire de l'eau. La tactique que j'ai, c'est de respirer et de me focaliser envers mes douleurs, envers mes muscles, avec toute bienveillance, tout en m'étirant. Mais bon, il y a des fois où ça marche pas, puisque des fois je suis vraiment au pic de la douleur. Donc je ferme tout, même au boulot, je ferme tout et je marche, je m'aère l'esprit et j'essaie de faire le vide. Et depuis 2 ans, donc, j'ai appris l'EFT, ce qui m'a aussi permis énormément de... Moi, c'était sur un thème bien spécifique, la parole, et prendre la parole. Ça me fait beaucoup de bien, en fait, de me tapoter. Dans tous les cas de situations de stress, genre de témoignages, d'interviews, je me tapote avant. Exactement. Et en toute transparence, eh bien, on a tapoté ensemble avant cette interview pour être dans les meilleures conditions possibles. Et tu prônes une convaincue parce que le FT, moi aussi, m'accompagne vraiment énormément et dans mes émotions et dans cette reconnexion avec mon corps. Et j'entends je vais poser un mot, moi, que je ressens pour moi personnellement, et j'ai la sensation en t'entendant que c'est cette relation aussi de partenaire que tu as renouée avec ton corps. C'est ça, c'est ça, totalement, totalement. Je sors tout juste de 4 ans de thérapie. J'ai appris en fait à aimer ce corps boiteux, vieillissant plus que les autres et à en tenir compte, enfin, prendre conscience aussi et dire stop aussi aux gens. Je peux plus faire ce que je faisais à 20 ans, mais moi je peux plus faire ce que je faisais à 30 ans. Donc voilà, Mm. Être dans le respect et de ton corps et de ses limites, par totalement. amour pour toi. C'est ça, c'est ça. Ok, génial. Merci infiniment, Juliette, de nous avoir partagé tout ça. Et maintenant qu'on a une vision un peu plus globale, si jamais là, tu devais terminer, conclure notre interview, notre échange par un mot ou une phrase en lien avec les enseignements que tu as tirés avec tout ton parcours entre la jeune ado rebelle et révoltée qui découvre et qui cherche à se reconstruire en tâtonnant, en cherchant plein de trucs, jusqu'à trouver ce réamour pour toi-même, Mm. et celle que tu es aujourd'hui dans le respect de ton corps et de ses limites, en déployant beaucoup d'outils, comment est-ce que tu conclurais? Les personnes que je connaisse, enfin, ma famille et les gens que j'aime, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Je lâche rien. Je suis comme un bulldog accroché à son os. Voilà. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a simplement des solutions. Et les solutions, tu les trouves maintenant ou pas, c'est pas grave. Et l'aide. L'aide est hyper importante après un AVC. Donc, même moi, aujourd'hui, il y a des fois, j'arrive pas à me laver les cheveux. Enfin, j'y arrivais pas. Maintenant, j'y arrive. Je demandais à mon copain. Donc, il y a des fois où c'est pas par flemme, mais tout juste, je ne peux même pas faire à manger. Donc, c'est ça, c'est l'aide. Oser demander l'aide. C'est ça. Hmm. Avec humilité. Oui, toujours. Enfin, toujours. Je pense que un parcours comme le tien réapprend beaucoup l'humilité. Mm. Et justement, dans cette idée d'aide, tu nous en parleras peut-être tout de suite, mais c'est aussi un projet que tu as de pouvoir à ton tour peut-être
créer quelque chose pour toi aussi venir en aide ou inspirer ou aider ou recenser des outils, des ressources, peu importe, pour créer ce lien avec d'autres personnes qui pourraient traverser ce que toi tu as traversé? Oui, oui, oui. J'aimerais bien soit monter une asso, soit... Bon, pas là, parce que là, j'ai plein de choses en tête et je sais qu'un jour, j'ai créé quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Moi, j'ai dans l'idée, c'est d'aider. Et j'en vois l'appel, en fait, de gens, en fait, qui demandent de l'aide et qui voient son corps, son propre corps en train de décliner et ils sont complètement perdus, en fait, par rapport au monde médical. Et j'ai vraiment envie, c'est d'aider et d'écouter aussi, d'écouter d'autres témoignages qui ont eu cet AVC ou non, enfin un AVC ou non. Ce qui est assez compliqué aussi, c'est l'handicap invisible. Ça, c'est très compliqué à gérer. Il y a des médias qui font un excellent travail de sensibilisation au handicap invisible, dont le média Petite Mue, qui est sur Insta et qui est formidable. L'autre compte de Draw Your Fight, je les mettrai aussi dans la description de cet épisode Ouais. pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et je te souhaite, Juliette, de réussir à faire ce lien-là, à créer quelque chose à partir de ça. On relaiera l'information quand le moment sera venu. Oui, oui, oui. Bon, comme on arrive au terme de cette interview, j'ai pour habitude de proposer un petit quiz gourmand Mhm. pour les croqueuses que nous sommes toutes les deux. On en a parlé en aparté tout à l'heure et pour les auditrices qui sont elles aussi des gourmandes. Donc l'idée, c'est que je te pose quelques questions simples auxquelles tu réponds le plus spontanément possible sans te prendre la tête. T'es prête? Ouais. Alors, quel est ton péché mignon, ce plat, cette gourmandise, ce truc formidable qui est devant toi, qui te tente et là où tu ne peux pas résister? Ouh, lasagne, toutes sortes de formes. Justement, peut-être qu'on va avoir une redite. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Pasta. Pour l'italienne que tu es. Semi-italienne, hein. Ok. Est-ce que toi, tu es plutôt thé, café, bière, eau ou vin? Alors, je dirais tout en même temps, mais café. Hmm. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Radis. Ah, t'es la première qui me répond Ah, mais radis. j'adore les radis. Pendant les marchés, en fait, je mangeais que des radis, en fait. Ah, donc tu vois, j'ai bien fait de ne pas l'enlever mon radis et de te le proposer aujourd'hui. Non, radis noir et radis rose et blanc. Ouais, ok. Et on en a parlé, mais du coup, peut-être que ta réponse sera différente de celle que je vais te proposer. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc? Alors, je ne suis pas une femme chocolat. Excusez-moi, mais c'est pas mon truc. Si je vois genre des gâteaux apéro et du chocolat, je vais plutôt aller vers les gâteaux apéro. Et je crois même que tu as une tentation terrible là à laquelle tu peux pas résister dans les gâteaux apéro. Ah ouais, mais depuis cet été, je raffole des pistaches. Alors pourquoi? Parce que c'est super ludique, hein. Quand on décortique la coque, bah, c'est un cadeau et c'est ultra bon. Faudrait que je m'arrête un petit peu parce que c'est à peu près 2 paquets par semaine. Une fan, quoi. Voilà, une fan. Et ben voilà, Juliette, on est au bout de cette interview. Je tiens vraiment à te remercier pour ta confiance, pour l'effort aussi que ça t'a demandé de poser ces mots. Je suis admirative de tout ce que tu as déployé aujourd'hui et sur ton parcours d'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est bien la résultante de ce côté bulldog qui lâche rien pour être en mesure aujourd'hui de t'exprimer, de revenir avec des mots, parce que c'est l'exercice que je t'ai demandé, de Mm. pouvoir les formuler pour pouvoir nous partager ton histoire. Donc, merci infiniment pour ça. Merci à toi. Merci vraiment à toi de m'avoir fait confiance. Et comme j'avais dit au début, j'avais vraiment envie de témoigner
mon parcours de vie. Formidable. Et si on veut te retrouver, est-ce que tu as des coordonnées à nous laisser? Alors oui, c'est lestantines.com. Sinon, sur LinkedIn, c'est Studio Les Tantines ou sur Instagram, pareil, c'est Studio Les Tantines. Je te souhaite une belle journée, Juliette. Merci beaucoup, merci. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.